Bien, sur cette nouvelle vidéo, nous allons répondre à une question qui est quel est l'impact en fait au niveau de notre organisme si on ne respecte pas ces rythmes. En haut, vous voyez figurer en fait la mélatonine. En fait, nous avions terminé la vidéo précédente sur cette problématique de mélatonine. Je vous rappelle une petite chose concernant la mélatonine. La mélatonine, en fait, il faut qu'il y ait une baisse de luminosité pour qu'elle soit bien produite. C'est-à-dire que au final, si vous avez une habitude d'écran tous les soirs, vous allez voir que ça va avoir un impact. Donc dans cette sixième question, eh bien, on va discuter d'un certain nombre de points qui peuvent poser problème. Premier point, on va discuter du travail de nuit. Est-ce que le travail de nuit a une influence ou pas sur la santé? La réponse actuelle, c'est que oui, ce travail de nuit a une influence. Alors je vais vous donner un des éléments qui va expliquer cette influence. L'un des éléments, c'est qu'en fait, une personne qui travaille de nuit va avoir deux synchroniseurs, deux donneurs de temps. Tout ce qui est lumière-obscurité, tout ce qui est travail. Alors, lumière-obscurité et travail, mais je devrais rajouter en plus, avec cette notion de lumière-obscurité, je devrais rajouter le synchroniseur social. Et donc ici, on a ces deux-là qui sont en phase, lumière, obscurité et sociale, et celui-ci qui est en phase inversée. Or, il y a certains rythmes qui vont suivre le synchroniseur travail et d'autres qui vont suivre le synchroniseur social et lumière. Et donc, on va avoir une désynchronisation des rythmes d'une personne qui travaille de nuit, avec des répercussions sur la santé qui peuvent être extrêmement importantes. Alors ça peut être des problématiques de sommeil, avec des problématiques de mémorisation, d'apprentissage, mais ça va bien au-delà. Le travail de nuit diminue l'espérance de vie d'un individu. Deuxième notion sur notre chronobiologie, c'est quelle est l'influence d'un voyage au final sur notre chronobiologie? Pourquoi est-ce qu'on a cette drôle de sensation, ce décalage horaire? Pourquoi est-ce que au final on n'arrive pas à se synchroniser tout de suite? Alors, on va prendre un exemple de voyage. On va prendre une personne qui habite en France, qui est donc à l'heure de Paris, et qui va devoir se déplacer vers l'ouest, vers New York. Et donc il va y avoir un décalage horaire entre les deux. Alors j'ai retracé ici l'heure de Paris et ici l'heure de New York. Donc quand il est 6 heures à Paris, eh bien il va être 6 heures du matin, bien sûr, à Paris, il va être minuit à New York. Or, en fait, cet individu, quand il était à Paris, il avait son pic de cortisol qui apparaissait, par exemple, à 5 heures du matin. Et donc ce pic de cortisol, vous vous souvenez, c'est un pic qui va au final entraîner l'éveil. C'est sa fonction. Parallèlement à ça, je vous rappelle aussi qu'on a une augmentation de température. Donc cette personne arrive à Paris, arrive à New York, et son corps il va rester, dans un premier temps, à son heure biologique. Ça veut dire que son pic de cortisol à New York ne sera pas à 6 heures du matin new-yorkais, mais sera à 11 heures du soir. 11 heures du soir, là il y a un petit problème parce que le cortisol entraîne l'éveil. Alors forcément, on va avoir un certain nombre de réactions au niveau de l'organisme qui sont celles de l'éveil, et donc dormir va être un petit peu compliqué. Alors ceci dit, le rythme veille-sommeil va assez rapidement se recaler. Par contre, ce rythme cortisol, il va mettre un grand nombre de jours à se décaler et à arriver à 5 heures du matin new-yorkais. Donc vous avez d'un côté le veille-sommeil qui s'est décalé rapidement, de l'autre côté le cortisol qui met beaucoup de temps à se décaler, donc vous avez bien une désynchronisation ici. C'est ce qui donne cette impression de décalage horaire en fait, cette impression de ne pas être totalement bien. Ensuite, au bout de plusieurs semaines,
mon cortisol va avoir rejoint en fait l'heure biologique de New York. Mais en général, vous rentrez, donc lui il a commencé à se décaler, et du coup il va falloir qu'il reparte dans l'autre sens. Mais vu son inertie, vous allez encore resubir un décalage horaire important. Alors, selon les individus, on supporte plus ou moins bien les décalages horaires d'est en ouest ou d'ouest en est. Donc ça dépend de chaque individu. En tout cas, vous comprenez ici que ce décalage horaire correspond en fait à une problématique de désynchronisation. Et en fait, on peut se dire aussi que, en y réfléchissant, qu'on a le même problème pour le travail. Pour les gens qui ont des postes tournants, ils vont travailler quelques jours le matin, quelques jours l'après-midi, quelques jours la nuit. Et donc, ils sont en continuel voyage. Alors, c'est peut-être un voyage moins culturel que d'aller de Paris à New York, mais c'est un voyage quand même du point de vue de l'organisme, puisqu'en fait, on va avoir ici, chaque fois, une modification de notre environnement et donc de l'heure externe par rapport à l'heure à laquelle se situe notre organisme. Et donc on a de la même manière ici, chez ces gens-là, une problématique de désynchronisation. Alors quels effets? Ils sont nombreux, j'en cite quelques-uns. De la surfatigue, quand on sait que le sommeil pose de gros problèmes de santé chez les individus qui en manquent. Des problèmes cardiovasculaires, des problèmes digestifs, des problématiques liées au stress, des problématiques de vieillissement. Donc toute la problématique de travail de nuit, de travail en poste avec rotation va avoir une influence très importante sur la santé des individus. Et je le redis, non, le travail de nuit n'est pas anodin. Le travail de nuit a effectivement des effets importants sur la santé. Quant à vos voyages, si vous en faites un ou deux dans l'année, ou tous les 10 ans, c'est pas ça qui va vous poser des problèmes de santé. Vous aurez plus la pêche, plus de bonheur, plus de plaisir. Donc continuez à voyager si vous le souhaitez. Avec un petit bémol, pas trop de voyages pour l'environnement. Venons-en maintenant à la problématique du sommeil. Alors concernant le sommeil, c'est quelque chose qui a toujours intrigué l'homme, cette histoire de sommeil. Et puis il y a une technique qui a été inventée, qui s'appelle l'électroencéphalogramme, et qui a permis de comprendre ce sommeil. En partie, bien entendu, mais de le comprendre quand même, et notamment de comprendre sa rythmicité. Donc on a ici des tracés d'électroencéphalogramme. Alors, en quoi ça consiste? On met des électrodes sur la tête d'un individu, et puis on va faire des mesures, et on va observer des variations électriques liées. Ce sont des variations électriques liées à l'activité du cerveau, donc on va relever les différents états d'activité du cerveau. Donc vous voyez que vous avez des tracés qui sont diverses et variés, et à chaque tracé, les scientifiques associent donc un état. Ici, vous avez l'éveil actif. Donc l'éveil actif, c'est, je l'espère, celui que vous avez maintenant en écoutant la vidéo. Peut-être que certains d'entre vous sont en éveil passif, ça veut dire qu'ils sont en phase d'endormissement, ils sont plus trop dans le coup, d'ailleurs ils ne m'entendent pas vraiment. Ils sont plutôt dans leurs pensées. Alors c'est possible que ces gens-là rentrent dans le stade 1, qui est le stade 1 du sommeil, le stade de l'endormissement. Ce stade 1, l'endormissement, c'est un stade où en fait on va rêvasser, on va fantasmer, et puis petit à petit on va tomber dans un sommeil lent, qu'on appellera léger, un sommeil où on peut se réveiller au final assez rapidement s'il y a un bruit qui nous vient. Et ensuite, les stades 3 et 4 du sommeil lent profond, où là vraiment pour nous réveiller il faut y aller, qui va déboucher sur le stade 5 du sommeil paradoxal. Alors ce sommeil paradoxal en fait est un sommeil qui intéresse beaucoup les scientifiques. D'ailleurs, un paradoxal, j'enlève le E, ça sera beaucoup mieux comme ça. Donc, les scientifiques sont beaucoup intéressés à ce sommeil paradoxal. Notamment, c'est un sommeil du rêve. Alors,
les scientifiques, à partir de ces électroencéphalogrammes, ont compris un peu le cycle du sommeil. D'abord, ils ont compris qu'on avait des cycles. Des cycles qui vont durer à peu près 1 heure et demie. Alors ça va varier d'un individu à l'autre, bien entendu, mais donc des cycles. Le cycle, c'est je suis réveillé, je vais passer en phase d'endormissement, je tombe en sommeil lent. Pendant ce sommeil lent, j'ai une récupération physique importante, puis je passe en sommeil paradoxal, le sommeil du rêve, où j'ai une récupération psychique importante. À chaque fin de cycle, je me réveille. Or, je ne me réveille pas très longtemps, je me réveille quelques dizaines de secondes, quelques minutes, ce qui permet à certains anciens de dire qu'ils ne dorment pas du tout, parce qu'eux, ils ont un micro-éveil qui est un petit peu plus important, et puis ils se souviennent de s'être réveillés, donc ils ont l'impression de ne pas avoir dormi au final, alors qu'ils ont parfaitement bien dormi. Comme quoi la sensation, cette subjectivité peut nous faire croire des choses, puisqu'en fait, ces mêmes personnes, lorsqu'on fait une analyse du sommeil, eh bien, pour certains, on trouve qu'ils ont un sommeil tout à fait réparateur. Alors regardons un petit peu l'évolution des cycles d'un individu. Donc, on a des cycles de 90 minutes et on a besoin de plusieurs cycles. Alors, tous les individus n'ont pas besoin du même nombre de cycles. Ici, on a un individu qui a besoin de 4 cycles. D'accord ? Donc, ces 4 cycles, globalement, ne sont pas les mêmes. Regardez un petit peu. Au tout départ, sur le premier cycle, en vert, on a l'éveil. Puis on passe en S1, puis en S2, puis en S3, stade 3, stade 2, sommeil paradoxal. Si vous regardez l'évolution du stade 3, cycle 2, on en a encore. Cycle 3, plus grand chose. Cycle 4, il n'y en a plus. Regardez l'évolution du sommeil paradoxal. Il y en a un petit peu au premier cycle, un peu au deuxième, un peu au troisième. Et puis, beaucoup au quatrième. En fait, on voit que tous les cycles ne sont pas équivalents. Et la vraie bonne idée d'un étudiant, c'est à la veille des DS, d'une série de DS, c'est de dormir moins et au final d'enlever le 4e cycle, par exemple, chez cet individu-là. Sauf que le sommeil paradoxal, c'est la récupération psychique et c'est aussi le sommeil de l'apprentissage, le sommeil de la mémoire. Donc très mauvaise idée. Et l'ordi, la télé le soir, bonne idée, mauvaise idée ? Vous dites en fait à votre cerveau, quand vous êtes devant un écran, qu'il fait jour. Le suprachiasmatique reçoit cette information-là. Donc la mélatonine n'est pas libérée, donc vous avez un retard à l'endormissement, et donc comme il va falloir vous réveiller quand même à la même heure, eh bien vous allez peut-être avoir le même problème que ce qu'on a évoqué juste avant, vous enlevez un cycle, et donc problématique pour la mémorisation, l'apprentissage, en l'occurrence, une moins bonne récupération psychique, plus de stress, etc., etc. Alors dormir le jour, est-ce que c'est équivalent à dormir la nuit ? Je travaille beaucoup la nuit, ou je regarde des films, ou je fais des jeux vidéo, ou je sors. Alors ces temps-ci avec le confinement, c'est pas trop possible. En tout cas, est-ce que dormir le jour, c'est équivalent ? Ben non, puisque la température corporelle est haute. On a une remontée de la température, on a un pic de cortisol, donc en fait, notre corps, il est en phase active. Donc dormir la nuit n'est pas équivalente à dormir le jour, donc vous n'avez pas un sommeil aussi réparateur le jour que la nuit. Et enfin, période oblige, et le confinement, ça a un impact ou pas ? Alors, il y a un certain nombre d'études qui ont montré qu'effectivement, lié à notre vie, eh bien, notre vie de confiné, certains ont eu une perte de synchroniseur et sont rentrés en libre cours. D'autres ont eu des endormissements très tardifs, soit liés au stress, soit aux écrans, à la baisse de mélatonine. Et puis certains aussi ont eu des durées de nuit bien plus faibles. Donc vous comprenez, on enlève le dernier cycle. Et puis 3 petits points, parce qu'en fait, il y a aussi d'autres problématiques sur lesquelles on pourrait aller par rapport à ce confinement. Bien, c'était la dernière vidéo sur la chronobiologie. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne nuit, ça dépend à quelle heure vous la regarderez.